Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Michel. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui dans ma salle de classe physique et virtuelle. C'est ici que j'enseigne le tarot, l'astrologie et les arts divinatoires à chaque semaine pour les gens qui se déplacent en personne à Montréal, mais aussi pour les gens qui, un peu comme vous, sont connectés par vidéoconférence. Et ça me fait vraiment plaisir également de participer à cette merveilleuse idée du taroton spirituel. L'idée, en plus, le thème me plaît beaucoup, dépassons les préjugés, parce que c'est vrai que dans le tarot, il y a beaucoup de préjugés. Et c'est vrai, je crois que dans le tarot, il y a je ne sais pas si on peut dire une mission, une obligation, mais en tous les cas, pour moi, il y a un appel à la fois à vulgariser le tarot, à le dédramatiser et aussi à montrer qu'il peut faire toutes sortes de choses et pas toujours celles pour lesquelles on s'attend habituellement. Quand, quand Candice m'a parlé du thème Dépassons les préjugés, ma réaction a été immédiate. J'ai dit oui, j'ai envie de faire le taroton et j'ai envie, entre autres, de parler de coaching avec le tarot. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui, le coaching. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment on fait ça, le coaching avec le tarot. Et je vais même vous montrer un exemple réel, concret, qui vient de ma pratique privée et de voir comment un tirage de tarot peut aider. Parce que lorsqu'on parle de préjugés sur le tarot, eh bien, je pense que le premier préjugé, la première conception de base que tout le monde se fait à propos du tarot, c'est que c'est un outil qui ne sert qu'à prédire l'avenir. Alors, si vous parlez de tarot avec des gens qui n'en font pas régulièrement, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous dire, ah, lis-moi mon avenir. Dis-moi si je vais rencontrer quelqu'un cette année. Dis-moi si je vais obtenir un nouvel emploi. Dis-moi si je vais obtenir une promotion. Alors, toutes les questions qui sont orientées vers le tarot sont toujours des questions d'avenir dans la population en général. Maintenant, quand on commence à faire du tarot, on s'aperçoit que le tarot peut faire plein d'autres choses. On s'aperçoit que le tarot peut être un outil de développement personnel. On s'aperçoit que le tarot est un outil de réflexion spirituelle, que le tarot est un outil de prise de conscience. Et pour ma part, j'ai tenté de le faire évoluer vers un outil de coaching, de prise en charge et de conseil. Alors, comment est-ce que j'en suis venu à cette idée du coaching? Parce qu'il faut dire que lorsque j'ai appris le tarot, je l'ai appris de la façon classique. Je l'ai appris probablement comme la plupart d'entre vous l'avaient appris ou en avez entendu parler, c'est-à-dire que je l'ai appris prioritairement comme un outil divinatoire, un outil qui me permettait de prospecter dans l'avenir et de savoir ce que l'avenir me réservait à moi et à mes clients. Et c'est comme ça que j'ai appris le tarot à la base. Et au fil des années, il a commencé à se passer des choses un peu étranges avec certains de mes clients. Je vous donne un exemple. Habituellement, lorsque je recevais quelqu'un pour la première fois, je lui faisais ce qu'on pourrait appeler une consultation classique, c'est-à-dire que je commençais par faire un peu de numérologie avec sa date de naissance. Après, je lui faisais un tirage astrologique pour savoir ce qui allait arriver pour lui dans les grandes lignes dans sa vie dans la prochaine année. Et je terminais avec quelques tirages en croix pour approfondir et répondre à des questions très précises que le consultant avait, encore une fois, sur son avenir. Ce qui fait que ma clientèle revenait me voir à peu près une fois par année parce qu'on prospectait grosso modo pour une année au niveau de leur futur. Et évidemment, la plupart du temps, lorsque quelqu'un me rappelait l'année suivante pour reprendre un rendez-vous, ben, ce que cette personne-là me disait, c'est Sébastien, tout ce que tu m'as dit est arrivé, c'est fantastique, le tarot fonctionne, etc., etc. Alors, je veux prendre un autre rendez-vous et je veux qu'on regarde encore l'année à venir. Je veux qu'on regarde encore ensemble ce qui s'en vient pour moi pour les 12 prochains mois. Et ça, c'était les appels normaux, les appels habituels. Et de temps en temps, j'avais quelqu'un qui me rappelait et qui me disait, Sébastien, j'ai beaucoup aimé ma consultation et je veux en prendre une autre. Alors, moi, je prenais pour acquis que si le client avait beaucoup aimé sa consultation, c'est que tout ce que je lui avais annoncé allait arriver.
Parce que sinon, pourquoi est-ce qu'un client reprendrait un rendez-vous avec moi si le tarot n'avait pas fonctionné? Et pourtant, certains clients en consultation commençaient à m'expliquer que, en fait, ce que j'avais prédit n'était pas arrivé. Ce que j'avais prédit, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient vécu dans leur vie. Alors, j'étais quand même intrigué parce que, premièrement, pourquoi est-ce que vous revenez me voir si je vous ai annoncé des choses qui ne sont pas vraiment arrivées? Pourquoi est-ce que vous revenez? Qu'est-ce que c'est l'utilité? Et là, ces clients-là, qui étaient une minorité, mais qui étaient quand même quelques-uns, commencent à m'expliquer qu'ils se sont servis de la consultation de tarot que nous avions faite une année plus tôt pour savoir ce qui s'en venait pour eux de bien, mais aussi ce qui s'en venait pour eux de négatif. Et pas dans un sens de fatalité, pas dans un sens où là, maintenant, ils devaient rentrer à la maison et attendre que les calamités leur tombent sur la tête, mais plutôt dans le sens de voir venir, de savoir ce que l'avenir leur réserve de négatif pour pouvoir le contourner, pour pouvoir le bloquer, pour dès maintenant poser des gestes qui allaient faire en sorte que la prédiction ne se réaliserait pas. Alors, c'est comme si ces clients-là me disaient, Sébastien, tu as eu tort, je ne me suis pas séparé, je ne me suis pas divorcé comme tu me l'avais dit, mais je me suis servi de ce que tu m'avais dit de problèmes pour pouvoir les prendre en charge, les changer, les corriger et guérir ce qui devait être guéri. Et je me souviens d'un client qui m'avait dit, je suis convaincu que si je n'étais pas venu te voir l'an dernier, aujourd'hui, tout ce que tu m'avais prédit de mauvais, de négatif serait arrivé dans ma vie. La raison pour laquelle les choses ne sont pas arrivées, c'est que tu m'as prévenu, c'est que tu m'as expliqué pourquoi les choses négatives allaient se produire et parce que tu m'avais expliqué pourquoi, j'ai été en mesure de désamorcer le processus. Et ça a été pour moi un grand choc, une grande prise de conscience parce que je me suis rendu compte que j'avais toujours regardé le tarot un peu comme un outil qui nous annonçait les événements à venir et je n'avais pas assez porté attention sur le fait qu'en comprenant pourquoi les événements s'en venaient, qu'on pouvait probablement les changer, les améliorer et les corriger. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à cheminer vers l'idée du coaching par le tarot. Évidemment, au travers de tout, j'ai fait moi-même des lectures, j'ai fait moi-même du développement personnel. J'ai beaucoup cheminé, entre autres, au travers de la méditation, au travers du développement personnel, et je voyais de plus en plus, effectivement, la vie autour de moi comme, dans une grande part, j'en avais un certain contrôle. Dans une grande part, j'en avais une certaine influence. J'ai compris cette idée de co-création de la réalité. J'utilise toujours le mot co-créer parce que je sais que dans les livres très populaires du style Le Secret et compagnie, on parle toujours de création de la réalité et il y a un côté un peu caricatural à l'intérieur de ça où est-ce que je ne fais que m'asseoir concentré sur une Ferrari et le lendemain matin, la Ferrari est dans mon entrée de garage. Mais honnêtement, j'ai rencontré très peu de gens pour qui ce type de visualisation-là fonctionnait. Mais par contre, quand on parle de co-création de la réalité, ben justement, le mot co-créer veut dire que j'ai un effort à faire. Le mot co-créer veut dire que je dois m'impliquer dans ma vie. Je dois faire quelque chose pour que la Ferrari arrive. Si réellement c'est mon souhait, si réellement ce que je veux actuellement dans ma vie, c'est avoir une Ferrari, mais je vais quand même avoir un geste à poser, je vais quand même avoir un travail à faire et donc je pourrai co-créer ma réalité. Évidemment, l'exemple de la Ferrari est très caricatural. Le but ici, c'est uniquement d'illustrer cette idée que je me suis rendu compte au fil d'une certaine évolution personnelle qu'on avait du pouvoir sur notre réalité à la condition qu'on était prêt à relever nos manches et à travailler pour l'améliorer. Mais j'ai eu envie à un certain moment d'évoluer dans la direction d'un coaching où est-ce qu'on ne ferait même pas de futur, où est-ce qu'on ne chercherait pas à décrire le passé, pas à décrire le présent et certainement pas à prédire le futur, mais qu'on entrerait dans un mode conseil,
qu'on entrerait dans un mode coaching immédiatement, donc que les cartes seraient tirées dès le départ comme étant un conseil. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Pour arriver à faire ceci, il va falloir changer notre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes habitué de lire le tarot comme étant la description du passé, du présent et du futur, vous allez devoir changer complètement votre état d'esprit parce que dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, lorsqu'on va sortir une carte du jeu, elle ne va pas me dire ce que je vis, elle va me dire ce que je devrais vivre. Elle ne va pas décrire qui je suis, elle va décrire qui je devrais être. Et elle ne va pas décrire ce que je vivrai dans le futur, elle va décrire ce que je devrais vivre dans le futur. Et vous savez, des fois, on va tourner une carte et la carte qui sera au fond le conseil pour ce client-là au moment du tirage, peut-être le client va vous dire « Mon Dieu, je suis très, très loin de ça. Mon Dieu, je ne suis pas prêt à faire ça ou je me sens pas prêt ou même j'ai peur de faire ce que tu me demandes. » Tout ça est possible parce que la carte de coaching en tarot, elle va dire à la personne, si tu étais le Sébastien idéal, voilà le Sébastien idéal, voilà ce qu'il ferait, voilà les gestes qu'il poserait, voilà la philosophie qu'il aurait, voilà le type de pensée qu'il aurait. Mais le Sébastien idéal, avec ses gestes idéaux, avec ses pensées idéales, ce n'est peut-être pas le Sébastien actuel dans la réalité. Ce n'est peut-être pas le Sébastien avec ses pensées vraiment maintenant. Alors, la carte de coaching va être en quelque part un appel. Elle va être une motivation. Elle va être un objectif, un but. C'est comme si elle disait, voici ce que tu pourrais être si tu étais la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu es capable maintenant de relever tes manches et d'avancer dans cette direction-là? Est-ce que tu es capable de t'approcher de cet idéal? Est-ce que si tu n'es pas capable de l'atteindre au complet, est-ce que tu pourrais au moins cheminer en direction de? Est-ce que tu peux aller vers? Alors, chaque carte de coaching va être un appel. Et ça veut dire qu'on pourra vraiment réaliser un tirage sur n'importe quel sujet pour lequel on a besoin d'obtenir un conseil, pour lequel on a besoin d'obtenir une stratégie, pour lequel on a besoin d'obtenir une manière de réussir, une manière d'arriver à faire quelque chose. Et soit dit en passant, ce type de tirage-là va vous permettre de rejoindre parfois des gens qui sont même sceptiques à propos du tarot et des gens qui ne veulent pas recevoir de tirage de tarot. Je me souviens, à un certain moment, j'avais une entrevue à aller faire et il y avait 2 animateurs là où je me retrouvais. J'allais parler de tarot et d'astrologie. Et au départ, je devais, durant l'entrevue, je devais faire un tirage de tarot aux 2 animateurs. C'était le planning, c'était ce qui était prévu. Et quand j'arrive dans le studio, le réalisateur vient me voir et me dit, écoute, Sébastien, finalement, tu vas ne faire qu'un seul tirage de tarot parce qu'il y a un des animateurs qui ne veut pas du tout recevoir le tirage. Alors, je suis intrigué, je vais voir l'animateur et je lui pose comme question, je lui demande pourquoi est-ce que vous ne voulez pas avoir de tirage de tarot? J'étais curieux et l'animateur me dit, je n'aime pas l'idée que le tarot lise mon avenir. Je n'aime pas l'idée que le tarot lise mon avenir parce que j'ai peur que ça m'enferme dans une prédiction. J'ai peur que ça m'enferme dans l'idée que mon projet ne fonctionnera pas, par exemple, et qu'après je sois démotivé ou que je vois la vie comme mon projet de façon plus négative parce que le tarot m'aurait prédit, par exemple, qu'il ne réussira pas. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais tu sais quoi? J'ai certains types de tirages qui ne sont pas dans la prévision, qui ne font pas de futur. J'ai certains types de tirages qui ne donnent que des conseils. Voilà que son visage s'illumine. Il a un projet très important pour lui dans les années à venir et l'idée que le tarot pourrait ne pas prédire, mais uniquement conseiller, ça l'appelle, ça lui parle. Alors finalement, l'animateur accepte de recevoir le tirage
Et c'est quelqu'un qui est maintenant convaincu de l'efficacité du tarot. Il est passé de sceptique à quelqu'un qui utilise régulièrement les outils que sont le tarot et l'astrologie parce qu'il en a vu le bienfait. Alors, vous voyez que ce type de tirage où on ne fait pas de passé, de présent et de futur, mais qu'on ne fait que du conseil, c'est aussi une excellente façon de dépasser les préjugés sur le tarot parce qu'il y a des gens qui sont très favorables au tarot, mais on sait tous qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est réfractaire au tarot. Et moi, j'ai remarqué au fil des années que lorsque l'on aborde l'aspect coaching, conseil et orientation personnelle avec le tarot, ces gens-là qui étaient réfractaires le deviennent beaucoup moins et ils acceptent de tester, d'essayer et après, ça en fait des convaincus. Après, ça en fait des gens qui sont convertis, entre guillemets, parce qu'ils ont vu l'efficacité et au départ, ils l'avaient refusé parce qu'ils étaient dans le préjugé que le tarot ne sert qu'à prédire l'avenir. Et au fond, ce dont on discute aujourd'hui, c'est de se défaire, de dépasser ce préjugé que le tarot ne sert qu'à prédire l'avenir. J'aimerais donner quand même un avertissement avant d'aller un peu plus loin vers la mécanique. Le tarot n'est pas de la magie. Si, par exemple, mon couple bat de l'aile et que je me fais un tirage de coaching pour demander comment sauver mon couple, eh bien, le tarot ne peut pas me donner une garantie que le couple peut être sauvé. Pourquoi? Parce que nous sommes deux dans le couple. Et peut-être que ma conjointe n'a aucune envie de sauver le couple. Peut-être que ma conjointe, elle a déjà fait ses valises. Peut-être que ma conjointe, elle a déjà un pied dans la porte. Bref, peut-être que ma conjointe, peu importe ce que je vais dire, peu importe ce que je vais faire, peu importe ce que je vais changer, peut-être que ma conjointe, elle veut déjà partir. Et le tarot, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'envoûtement, ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, ce n'est pas parce que je fais un tirage pour sauver mon couple que je vais empêcher ma conjointe, par exemple, de me quitter. Alors, tout ça pour dire que le tirage conseil va donner une stratégie pour guérir le couple si c'est possible. Si ce n'est pas possible de guérir le couple, à ce moment-là, le tirage conseil, le tirage de coaching, va donner la stratégie pour que la séparation se fasse le plus facilement possible, avec le moins de remous et de chaos émotionnel possible, et que le consultant, que le client puisse passer rapidement, le plus rapidement possible à autre chose dans sa vie pour qu'il puisse retrouver le bonheur, la quiétude et qu'il puisse recommencer à aimer une autre personne. Alors ça, c'est important pour moi quand même de mentionner. Le tirage coaching fonctionne à la condition qu'il y ait une solution possible. S'il n'y a pas de solution possible, évidemment que le tarot ne peut pas l'inventer et la créer de toutes pièces. Alors, le tarot donnera le deuxième meilleur scénario possible en fonction de la situation. L'idée étant que quand on entre dans un mode coaching, dans un mode conseil, il ne peut plus y avoir de cartes négatives. Il ne peut plus y avoir aucune négativité. C'est logique. Si je demande au tarot, donne-moi un conseil, aide-moi dans ma vie, dis-moi ce que je dois faire pour réussir tel projet, ben, le tarot ne peut pas me conseiller d'aller mal. Le tarot ne peut pas me conseiller de souffrir. Le tarot ne peut pas me conseiller d'avoir un échec. Alors, l'idée étant que dans le changement d'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, dans le mode coaching, il faut voir les 22 arcanes majeures comme positives et les 22 arcanes majeures doivent être vus comme des conseils. Et si vous êtes comme moi et que vous tirez les cartes à l'endroit et à l'envers, eh bien, ça veut dire que exceptionnellement, vous devrez tirer les cartes uniquement à l'endroit parce que vous devrez tirer uniquement des cartes qui vont vous parler positivement de la vie du client et qui vont vous donner des conseils positifs sur la vie du client. Donc, voilà un aspect technique qui est important ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé que le tarot n'était pas non plus de la magie et que je ne pouvais pas contrôler, par exemple, ma conjointe. Que si ma conjointe veut partir, je ne peux pas non plus l'empêcher de le faire. Et c'est vrai que lorsqu'on va faire des tirages de coaching, il va arriver que certaines cartes conseils ne concerneront pas le client, mais vont concerner les autres qui l'entourent.
Alors, par exemple, si j'aimerais obtenir une promotion et que je demande au tarot de m'aider à obtenir une promotion au travail, le tarot va me donner des conseils sur mon attitude, sur les gestes que je devrais poser, mais évidemment que le tarot va aussi me parler de mon patron, va aussi me parler de celui qui peut me donner la promotion. Alors, que faire des conseils sur le patron? Je ne le contrôle pas, le patron. Je n'ai pas de pouvoir sur lui, le patron. Je ne vais pas aller lui montrer les cartes du tarot lundi matin pour lui dire, voilà, mon cher patron, le tarot me dit que vous devriez faire ceci et que vous devriez me donner une promotion, alors allez-y. C'est dans une situation où est-ce que nous n'aurons pas toute la liberté. C'est une situation dans laquelle il nous faudra, j'utilise l'expression mettre la table. C'est-à-dire que nous sommes limités dans ce que l'on peut faire, mais par contre, en fonction des conseils du tarot, il est possible de préparer le terrain. Alors, des fois, je dis mettre la table ou préparer le terrain. Qu'est-ce que je veux dire par mettre la table? Si le tarot m'indique que pour obtenir ma promotion, idéalement, il faudrait que le patron me connaisse un peu mieux et qu'il me parle et qu'il y ait une forme de relation amicale entre lui et moi. Je ne peux pas le forcer à devenir mon ami, mais je peux mettre la table. C'est-à-dire que quand je le croise dans le corridor, je peux le saluer, je peux lui demander des nouvelles de lui, de sa famille, et je peux m'arranger pour que dans les moments où j'ai un contact avec lui, d'essayer de parler de ses passions, de ses hobbies, de ses proches, de sa vie personnelle. Parce que finalement, ce que le tarot est en train de me dire, c'est que j'aurais besoin d'avoir une relation plus cordiale, plus amicale et plus humaine avec mon patron. Et si je ne peux pas forcer le patron à le faire, je peux quand même préparer le terrain pour en favoriser l'arrivée. Et c'est ça qu'il va falloir faire dans les tirages de coaching, c'est-à-dire que tous les conseils qui sont donnés directement au client, parfait, parce que ça, le client, il a tout le pouvoir, ce sont ses gestes, ses pensées, sa philosophie, sa manière de faire. Alors là, il a 100% du pouvoir. Tous les conseils qui seront donnés sur d'autres personnes que le client, ça sera des conseils que le client devra en quelque part arriver à préparer le terrain du mieux qu'il le peut pour que ça puisse se produire. Je veux vous présenter aujourd'hui un tirage. Je veux vous présenter un tirage que j'appelle pyramide, pyramide du conseil. Donc, c'est un tirage vraiment de coaching pur. C'est un tirage dans lequel toutes les cartes sont tirées à l'endroit. Toutes les cartes sont tirées comme étant un conseil, une orientation à prendre et non pas une description. Ça ne me dira pas ce qui se passe vraiment dans la vie de mon client. Ça ne me dira pas ce qui se passera dans les mois à venir. Ça va seulement me dire ce qui devrait se passer dans la vie de mon consultant et ce qui devrait se passer dans l'avenir de mon client ici. Alors, c'est vraiment un tirage que j'appelle pur coaching. Écoutez, pour les gens qui sont intéressés à aller plus loin, je vous le dis tout de suite, permettez-moi de faire cette publicité, là, cette petite publicité. J'ai écrit un livre qui ne porte que sur le coaching, qui s'appelle « Créer le succès avec le tarot de coaching ». Donc, créer son succès avec le tarot de coaching, c'est un livre dans lequel je parle de toutes les cartes et de tous les tirages de coaching, incluant celui que je vous montre aujourd'hui. Alors, celui que je vous montre s'appelle une pyramide du conseil et c'est un tirage de pur coaching dans lequel un client va venir vous voir et il va vous dire j'ai besoin de conseils sur une partie de ma vie. Il y a un secteur de ma vie pour lequel j'aimerais être conseillé, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour que j'ai plus de succès dans ce secteur-là de ma vie, plus de bonheur dans ce secteur-là de ma vie. Alors, je vais partager avec vous aujourd'hui une pyramide du conseil que j'ai fait il y a plusieurs années de ça et qui était pour un client qui s'appelle Patrick. Patrick était, je vous dirais, dans la mi-trentaine et au moment où il vient me voir, Patrick a besoin de conseils sur son entreprise. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui possède une entreprise. Il produit des décalques autocollantes qui s'installent dans les vitrines des grands magasins.
Alors, si vous avez déjà été dans un grand magasin, que vous avez vu, par exemple, la promotion de Noël ou quelque chose du genre et qu'il y a ces espèces de décalques autocollantes géantes dans les vitrines, eh bien, c'est ce que Patrick fait. C'est ce que l'entreprise de Patrick fait. Alors, c'est une entreprise qui fait la conception, la production, l'impression et l'installation de décalques pour les grands magasins. Et Patrick me dit, j'ai besoin de conseils pour mon travail. J'ai besoin de conseils pour mon entreprise. J'ai des décisions à prendre dans les mois qui viennent et je ne veux pas que le tarot me dise quelles seront les décisions que je vais prendre. Je ne veux pas que le tarot me prédise quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est que le tarot m'aide à prendre la bonne décision. Alors, avec Patrick, évidemment, on a pris les arcanes majeures du tarot. Et on en a tiré 7 parce qu'il y a 7 cartes à faire pour une pyramide du conseil. On va la voir pas à pas. Je vais vraiment vous guider pas à pas à l'intérieur de la pyramide de Patrick. Alors, Patrick a tiré 7 cartes. Les 7 cartes sont toutes à l'endroit. Les 7 cartes représentent toutes un conseil. Et les 7 cartes, au fond, donnent chacune une stratégie à Patrick pour qu'il puisse obtenir du succès dans son entreprise et qu'il puisse prendre les bonnes décisions dans les mois à venir de son entreprise. Alors, imaginez que Patrick est là, que Patrick mélange les cartes, que Patrick en tire 7 et que la question de Patrick au moment où il mélange les cartes, c'est « Tarot, aide-moi à prendre les bonnes décisions dans mon entreprise. Dis-moi ce que je devrais faire par rapport à mon travail, par rapport à ma situation professionnelle. » Alors, Patrick a commencé par ouvrir les 2 premières cartes que je vais poser au tableau, qui sont la carte de la Maison Dieu et la carte du monde. Donc, la carte de la Maison Dieu et la carte du monde. Et j'ai des copies géantes pour que l'on voit bien. Et ces 2 cartes-là représentent le Patrick idéal. Ces 2 cartes représentent ce que Patrick devrait être et devrait faire actuellement dans sa vie en lien avec le travail. Pas dans son couple, pas dans sa vie privée, uniquement au travail. Quel serait le Patrick idéal en tant que propriétaire de son entreprise? Alors, c'est intéressant de voir que les 2 cartes sont 2 cartes qui sont extrêmement fortes dans le tarot de Marseille. Parce que la Maison Dieu est une carte qui, soit dit en passant, permettez-moi de faire une parenthèse, la Maison Dieu est probablement la carte la plus mal comprise de tout le tarot de Marseille. Et la problématique de la compréhension de la Maison Dieu vient du fait que beaucoup de gens apprennent le tarot sans prendre le temps d'aller s'informer sur la culture de l'époque où le tarot a été créé. Vous savez, si dans 500 ans, je vous montre le logo d'Instagram et de Facebook, ça ne vous dira absolument rien. Les gens dans 500 ans n'auront aucune idée de ce que le logo de Facebook et le logo d'Instagram sont et font. Et c'est tout à fait normal. Par contre, si la personne dans 500 ans se dit « je vais aller étudier les années 2000 et subséquentes » et qu'elle en apprend sur les réseaux sociaux, qu'elle en apprend sur cette espèce d'élan et d'essor de l'Internet et de tout ce qui est venu au travers du réseautage social, et là, soudainement, elle va pouvoir regarder les logos de Facebook et d'Instagram et elle va dire, OK, je comprends à quoi ils servaient, je comprends ce qu'ils veulent dire, je comprends quel est le sens de ces 2 applications, de ces 2 logos en tant que tels. Et en tarot, malheureusement, beaucoup ne font pas ça. Ils regardent le tarot avec les yeux d'aujourd'hui et ils se disent 500 ans plus tard, « Ah, bien mon Dieu, la Maison Dieu, ça doit être très, très dramatique, c'est très négatif parce que j'ai l'impression qu'il y a une explosion puis qu'il y a 2 personnages qui sont en train de chuter, en train de tomber. Alors, c'est une carte qui est très négative. » Et ça, c'est un grave problème, à mon avis, dans le monde du tarot de Marseille parce que tout le monde s'improvise tarologue. Peu de gens font des études. Peu de gens prennent la peine d'aller étudier l'histoire du tarot, d'aller s'informer sur la culture et l'époque où il a été créé. Et ça fait en sorte qu'il y a des rumeurs et des définitions complètement fausses qui circulent à gauche et à droite.
Alors, voyez-vous, la maison Dieu, elle est très, très, très facile à comprendre quand on se reporte à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. Et entre autres, si on est dans la culture occidentale et plus particulièrement méditerranéenne, parce qu'on sait que le tarot arrive vers la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance et qu'il naît grosso modo dans la région méditerranéenne occidentale. Et lorsqu'on se reporte à cette époque-là, il y a une espèce de schéma spirituel qui existe, une vision spirituelle qui existe, et c'est une vision dans laquelle la Terre est plate, et c'est une vision dans laquelle nous passons un certain temps sur la Terre, et que lorsque notre âme va se libérer du corps à cause de la mort, et bien que l'âme aura le choix de revenir sur Terre au travers de la réincarnation, ou elle aura le choix de poursuivre son périple vers Dieu. Et évidemment, si l'âme revenait sur la terre en fonction de son choix, eh bien, elle récupère son corps. Donc, elle récupère un corps physique et elle continue d'habiter la terre. Mais on disait que si l'âme refusait de revenir sur terre et qu'elle décidait plutôt sur un plan spirituel de poursuivre son ascension vers Dieu, à ce moment-là arrivait la chute des corps. Et on disait que le corps allait chuter définitivement sur Terre pour y rester et que l'âme allait pouvoir être éjectée et envoyée au ciel pour rejoindre en tout premier lieu le Jardin d'Éden. Parce que le Jardin d'Éden, c'était la première étape dans l'ascension de l'âme vers le retour à Dieu. Alors, si vous comprenez l'idée de la chute des corps et d'une âme qui s'éjecte et monte vers le haut, et qu'on ajoute en plus qu'à l'époque de la Renaissance, on comparait souvent le corps à une maison, et des fois on utilisait le terme maison de Dieu, parce que qu'est-ce qui est le corps? C'est la maison, c'est l'édifice, c'est ce qui est matériel, c'est ce qui ne perdurera pas après la mort. Mais qu'est-ce qui est ma parcelle divine à moi et à vous? C'est notre parcelle de Dieu, c'est notre âme, c'est ce qui nous habite et qui est spirituel et qui est éternel. Alors, on dessinait souvent l'idée de la chute des corps avec non seulement des corps qui sont en train de tomber, mais aussi une maison, parce que c'était le symbole du corps, une maison qui s'ouvre et qui laissait sortir Dieu, qui laissait sortir l'âme, et que l'âme était ramenée vers le ciel pour s'en aller vers le Jardin d'Éden. Et du coup, si vous entrez en contact avec les plus vieux tarots de Marseille, celui, par exemple, de Jean Dodal, celui de Nicolas Ronichon, entre autres, et vous allez voir très, très, très clairement que sur les plus vieux tarots de Marseille, la Maison Dieu est vraiment une maison qui s'ouvre, c'est-à-dire que c'est un peu comme une bouteille de champagne dont on est en train de retirer le bouchon et que la flamme, elle est en train de monter, c'est une flamme, et la flamme, le feu et la fumée et l'air, c'était des symboles de l'âme. Alors, on voit que l'âme est en train de remonter vers le ciel et qu'au même moment, il y a la chute des corps. Alors, voyez-vous, si vous aviez habité la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance au moment de la création du tarot, vous n'auriez pas vu cette carte-là comme négative parce que vous l'auriez vu comme étant le plus bel accomplissement qu'un être humain peut faire dans sa vie. C'est le moment où son âme retourne au Jardin d'Éden et c'est le moment où son âme se rapproche de Dieu. Alors, c'est une carte qui est très, très, très positive. C'est une carte qui est extrêmement puissante et c'est une carte qui nous dit que pour pouvoir accéder à la prochaine étape, pour pouvoir accéder au Jardin d'Éden, il nous faut accepter d'abandonner le corps. Il nous faut accepter de laisser tomber quelque chose. Et c'est pour ça que ici, le conseil qui est à Patrick, c'est de dire vise haut, vise la prochaine étape, vise le Jardin d'Éden. Et sois prêt à abandonner quelque chose pour que ce fameux Jardin d'Éden puisse se produire dans tes vies. Et en même temps, la carte qui est à côté, la carte du monde, c'est une carte dans le tarot qui est associée à la consécration. C'est une carte dans le tarot qui est associée à la victoire totale. C'est la dernière carte numérotée du tarot. Elle est donc l'achèvement, l'accomplissement et la victoire. Alors, quand vous combinez les deux cartes, vous vous retrouvez avec deux des cartes les plus belles du tarot, deux des cartes les plus ambitieuses du tarot et deux des cartes qui nous montrent un très, très grand bond en avant pour obtenir quelque chose de grandiose. Alors, tout de suite, ce que j'ai dit à Patrick, c'est vous devez voir grand, vous devez être ambitieux, vous devez être prêt à passer à la prochaine étape de votre entreprise
et il apparaît qu'actuellement, il y a un geste que vous pouvez poser pour faire ça. Il y a une décision que vous pouvez prendre pour faire ça. Et ce geste et cette décision-là vous permettraient de passer à un niveau supérieur et d'obtenir une victoire complète et totale pour votre entreprise. Et lorsque j'ai dit ça à Patrick, il a souri. Mais il ne m'a pas parlé tout de suite. J'ai bien vu que ça semblait faire du sens pour lui, mais il n'était pas prêt encore à tout me révéler. Il faut dire que Patrick était quelqu'un qui rencontrait un tarologue pour la première fois. Il avait une certaine méfiance. Dans ses préjugés à propos du tarot, le tarologue est quelqu'un qui ne fait que répéter les paroles du client. Et à cause de ça, il ne voulait pas me donner trop d'informations. Et c'est toujours mieux lorsque le client est en dialogue avec vous, parce que ça va être plus facile. Mais ce tirage-là est la preuve qu'on peut fonctionner même sans avoir un dialogue avec le consultant. Alors, Patrick doit foncer, doit être ambitieux et doit passer au niveau supérieur pour son entreprise. Allons voir les deux prochaines cartes. Les deux prochaines cartes vont représenter le décor idéal, l'environnement idéal autour de Patrick. Encore une fois, sur un plan professionnel. Je ne vais pas parler de sa vie de couple ou de sa vie spirituelle ou quoi que ce soit. La question de Patrick, elle est professionnelle, alors on demeure dans le thème professionnel. Alors, je veux savoir quel serait l'environnement idéal sur le plan professionnel pour Patrick actuellement. Et Patrick avait tiré la carte de la justice et la carte de l'impératrice. La carte de la justice et la carte de l'impératrice m'ont beaucoup interpellé parce qu'elles venaient ajouter quelque chose de plus à ce qu'on vient de voir avec le fameux monde et la fameuse maison Dieu. Il y avait dans la maison Dieu et dans le monde un appel à poser un geste ambitieux. Et soudainement, je regarde le décor idéal. Et le décor idéal pour l'entreprise de Patrick actuellement, c'est une légalisation de quelque chose avec la justice et une signature de papier de contrat avec l'impératrice. La justice représente l'aspect légal, elle représente tout ce qui est notarié, tout ce qui requiert un avocat, un représentant du gouvernement, par exemple. L'impératrice représente les papiers, les contrats, les signatures, les formulaires. Alors, combinés ensemble, vous avez la combinaison parfaite de l'appel à une signature de contrat, à signer une entente, un contrat ou à notarier un document qui est important pour l'entreprise. Alors, c'est ce que j'ai dit à Patrick. Je lui ai dit, voyez-vous, c'est très simple. Je pense qu'actuellement, l'idéal pour votre entreprise serait de signer des papiers, de signer des contrats et de prendre une entente légale et officielle avec quelqu'un ou avec une entité. Et là, Patrick a non seulement souri, mais il a arrêté de cacher son jeu. Il a arrêté de rester dans le silence. Parce que là, le tarot, en seulement 4 cartes, venait de lui montrer qu'il fonctionne, venait de lui montrer que ce n'est pas du grand n'importe quoi, que ce n'est pas du charlatanisme, qu'il y a réellement quelque chose qui sort dans les cartes. Et il venait de dépasser 2 préjugés. Premièrement, le préjugé que le tarot, c'est n'importe quoi. Au contraire, il voyait que le tarot, c'était très, très clair et très précis. Et d'autre part, il venait de dépasser le préjugé de la simple prédiction. Il venait de voir que le tarot pouvait conseiller de faire quelque chose. Alors, Patrick a commencé à me parler et Patrick m'a révélé la situation exacte pour laquelle il venait me voir. Voyez-vous, Patrick est un artisan qui a inventé certains procédés d'impression qui lui appartiennent. Et ces procédés-là d'impression font qu'il est meilleur que la compétition autour de lui. Ces décalques sont de meilleure qualité, elles sont plus intéressantes visuellement pour le client et il est très, très, très heureux d'être un peu toujours en avance sur les autres. Sauf que lorsque vous faites un produit commercial, qui fonctionne, breveté, sur lequel vous avez des droits et qui est un produit de qualité, qu'est-ce que vous pensez que les grandes corporations veulent faire avec vous? Ils veulent vous racheter. Ils veulent vous acheter votre brevet.
parce qu'ils veulent avoir le produit de luxe que vous avez et le produit de qualité que vous avez et que eux, ils n'ont pas. Et ce qui est arrivé, c'est que Patrick avait son entreprise de décalque à Montréal, une entreprise relativement petite, et il avait eu un appel d'une grande firme d'imprimerie de Toronto. Et la firme de Toronto voulait lui acheter son brevet, voulait lui acheter son produit. Et l'offre était alléchante sur un plan financier parce que c'était clair pour Patrick que s'il signait le contrat, s'il acceptait de vendre, il serait indépendant de fortune pour le reste de sa vie, comme il me disait, à la condition d'être raisonnable. Il n'allait pas s'acheter un manoir à Beverly Hills, mais s'il était raisonnable, il pouvait réellement se voir indépendant de fortune avec l'offre qu'on lui faisait à Toronto. Mais il était en même temps très mal à l'aise à propos des conditions de vente qu'on lui demandait. Il y avait deux choses qui dérangeaient beaucoup Patrick dans ce que Toronto proposait. La première chose, c'est que Toronto lui demandait d'aller travailler à temps plein comme consultant pour la firme pendant les 3 prochaines années. Et Patrick avait sa famille à Montréal. Il n'avait pas envie de s'expatrier à Toronto. Il n'avait pas envie d'aller travailler pendant 3 ans à temps plein pour une corporation. Il est content d'être un artisan. Il est content d'être proche de la clientèle. Et le fait de s'expatrier à Toronto lui faisait très peur. L'autre chose, c'est que la firme de Toronto lui rachetait son brevet et qu'il ne pouvait plus utiliser sa technologie dans son usine, dans son entreprise de Montréal. Et Patrick savait qu'une grande partie de sa clientèle n'aurait jamais les moyens de se payer les services de la firme de Toronto et que lui ne pourrait plus les servir, que lui ne pourrait plus leur donner ce partenariat qu'il avait avec eux depuis des années. Et ça l'emmerdait un peu de voir qu'en quelque part, il avait établi sur un plan humain des contacts professionnels intéressants et qu'il allait en quelque part abandonner ces contacts uniquement pour un chèque avec quand même un gros montant. Alors, c'est là où la prochaine carte devient très intéressante. On a vu que le tarot recommandait à Patrick de signer. On a vu que le tarot recommandait à Patrick, oui, d'être prêt à passer à la prochaine étape et de, oui, signer une entente avec la corporation. Mais la prochaine carte va nous montrer ce qui doit être demandé dans l'entente, ce qui doit être négocié. Et la prochaine carte que Patrick a tirée, c'est la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux, ici, elle fait deux choses. Premièrement, elle nous confirme, hors de tout doute, que le tarot recommande le partenariat parce que l'amoureux représente carrément un homme qui se lie avec une femme. Quelquefois, selon les auteurs, selon les historiens, des fois on dit même que c'est deux femmes, des fois on dit qu'il présente une femme à sa mère, mais en fait, peu importe la définition que l'on va chercher, parce que sur le plan historique, ce n'est pas clair qui a raison et qui a tort dans cette illustration, mais peu importe la version que l'on retient, l'amoureux représente 3 personnages qui sont en interaction et qui sont en pourparlers. Alors, à cause de ça, l'amoureux va toujours symboliser les pourparlers, les unions, les associations. Alors, c'est très clair que l'amoureux nous parle de ça. Par contre, l'amoureux représente aussi la négociation. L'amoureux représente justement, on le disait, les pourparlers. Et l'amoureux représente plusieurs partenaires heureux et rayonnants et souriants. Donc, plusieurs partenaires qui sont tous à l'aise et d'accord avec ce qu'ils sont en train de signer ou de faire. Et parce que ça représente les négociations et les pourparlers, l'amoureux va aussi représenter la possibilité de convaincre la partie adverse parce que c'est une carte de séduction, c'est une carte de conversation. Alors, c'est une carte qui peut montrer que l'on peut convaincre la partie adverse de changer certaines des clauses, de changer certaines des propositions qui sont faites. Parce que l'amoureux représente un accord qu'on appellerait gagnant-gagnant. L'amoureux représente un accord dans lequel tous les partis ont négocié et tous les partis sont heureux avec ce qu'ils peuvent obtenir.
Et une chose aussi qui m'avait frappé à l'époque lorsque j'avais lu le tirage de Patrick, c'est que l'amoureux représente parfois, en termes professionnels, le temps partiel. C'est-à-dire le fait d'obtenir un emploi, mais de ne pas être à temps plein, mais uniquement avec un nombre d'heures réduit. Alors, du coup, quand j'ai vu les pourparlers, quand j'ai vu l'entente gagnant-gagnant, quand j'ai vu l'idée du temps partiel, ce que j'ai dit à Patrick, c'est que oui, le tarot dit qu'il doit signer, on le voyait dans la ligne en haut du tirage, mais le tarot lui dit aussi qu'il doit être capable de négocier de meilleurs termes et que malgré ses appréhensions, il va se rendre compte que la firme de Toronto, elle est prête à négocier, que la firme de Toronto, elle est prête à revoir certaines de leurs exigences et qu'il doit être capable d'être heureux dans l'entente signée. Et au fond, qu'est-ce qui rendrait Patrick heureux? Ce qui rendrait Patrick heureux, c'est s'il n'avait pas à s'expatrier à Toronto. Et ce qui rendrait Patrick heureux, c'est s'il pouvait continuer de faire affaire avec sa clientèle. Alors, je lui ai proposé, je lui ai conseillé avec le tarot, avec le coaching du tarot, je lui ai proposé de faire cette demande à Toronto, de dire qu'il accepte, qu'il est prêt à revoir le montant sur le chèque un peu à la baisse, à la condition de pouvoir garder sa clientèle actuelle et à la condition de ne pas avoir à s'expatrier. Et j'étais confiant, à cause du tarot, à cause que c'était le conseil, j'étais confiant qu'en quelque part, il serait capable d'obtenir au moins une partie de ce qu'il demande. Pourquoi seulement une partie? Parce qu'il reste encore 2 cartes qui ne sont pas ouvertes. Et la prochaine carte, l'avant-dernière, qui représente encore Patrick, qui représente encore le Patrick idéal, c'est le Patrick idéal dans les mois qui vont suivre. On pourrait dire que sur la ligne du haut, c'était le Patrick idéal au présent. C'était ce que Patrick devait faire dès maintenant. On pourrait dire que sur la ligne du bas, c'était ce que Patrick devait viser. C'était ce que Patrick devait demander. Eh bien, sur la ligne du milieu, on va voir comment on peut partir du Patrick idéal au présent et à aller jusqu'à la demande idéale du futur et voir comment est-ce qu'on est capable de faire la transition entre les deux. Et lorsque j'ai ouvert la carte de la tempérance, lorsque j'ai vu que Patrick avait tiré la carte de la tempérance, immédiatement, j'ai compris que Patrick pouvait obtenir une partie de ce que l'amoureux lui suggérait, mais il ne pouvait pas tout obtenir. Pourquoi? Parce que la tempérance représente quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. Après tout, la tempérance, son nom même le dit, l'idée de tempérer, l'idée d'être dans la tempérance, ça veut dire d'être dans une certaine consommation, mais pas dans l'excès. Alors, c'est un peu la voie du milieu, c'est le juste milieu, c'est cette idée que l'on doit faire une forme de compromis. C'est une carte qui représente beaucoup, encore une fois, les communications, mais c'est une carte qui représente les communications sous forme d'accommodement. Alors, la tempérance dit que l'on doit accommoder. On doit accommoder l'autre et on doit aussi s'accommoder. C'est-à-dire que la tempérance ne veut pas dire qu'on devient un tapis sur lequel on s'essuie les pieds. La tempérance veut dire que dans la négociation qui s'en vient, il est correct de gagner sur certains points, mais il faudra accepter aussi de perdre sur d'autres points. Donc, la tempérance est vraiment une carte qui dit à Patrick, tu dois demander l'amoureux, donc tu dois demander pas d'expatriement à Toronto et je garde ma clientèle, mais en quelque part, attends-toi à ce que tout ne soit pas accepté à 100% et qu'il y ait un peu du donnant-donnant, qu'il y ait une forme d'accommodement et que tu vas devoir rester dans les grands mots-clés de la tempérance, c'est-à-dire souple, agréable et prêt à la négociation et prêt à certains compromis. Mais en face, la dernière carte qui était tirée par Patrick, la dernière carte, c'est la carte du pendu. Alors évidemment, vous avez remarqué probablement depuis le début du jeu que tout ce qui est à gauche représente vraiment beaucoup plus Patrick. On disait que c'était le Patrick idéal. Patrick idéal au présent, Patrick idéal dans un futur à court terme et le Patrick idéal à moyen terme, c'est-à-dire au moment où l'entente sera signée.
Eh bien, vous avez probablement remarqué qu'à droite, c'est ce sur lequel j'ai un peu moins de contrôle parce que ça devient le partenaire, ça devient la firme de Toronto. Alors, on avait la firme de Toronto idéale au présent, où est-ce qu'on voyait qu'on devrait signer un contrat. Et évidemment, la firme idéale de Toronto rejoint Patrick dans l'amoureux avec l'entente et pour parler, la capacité d'avoir une entente gagnant-gagnant. Mais cette compagnie-là, cette firme-là de Toronto, va devoir passer par le pendu. Et c'est très, très intéressant parce que sous certains points, le pendu ressemble à la tempérance. C'est-à-dire que dans la tempérance, où on disait à Patrick, il va falloir que tu sois souple, il va falloir que tu sois accommodant, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin, on retrouve dans le pendu le compromis. Le pendu représente un contrat. Le pendu représente un lien, un attachement. Vous avez un personnage qui est attaché par le pied à une branche et on le prend vraiment graphiquement parlant comme le fait de s'attacher à quelqu'un ou de s'attacher à quelque chose, se lier à quelqu'un ou se lier à quelque chose. Alors évidemment, si on est dans un tirage sentimental, peut-être que c'est un lien amoureux que le pendu nous parle. Mais comme nous ici, nous sommes dans un tirage professionnel, exclusivement professionnel, eh bien, ce que le pendu nous parle, c'est un attachement professionnel, un lien professionnel. Alors, qu'est-ce que c'est un lien professionnel? Ben, c'est un contrat, c'est une entente. Alors, et le pendu, parce qu'il est justement pendu par le pied, la tête par en bas, les deux mains dans le dos, on va souvent l'associer dans le tarot à une forme de compromis. On va l'associer dans le tarot à une forme de sacrifice. C'est-à-dire, d'ailleurs, la mythologie ici, une des mythologies qui se trouve probablement en arrière de la carte du pendu, elle est très, très intéressante à connaître, c'est qu'il y avait en Europe à cette époque-là plusieurs mythologies de différents pays qui circulaient et il y avait du côté des pays celtes la mythologie du dieu Odin. Et le dieu Odin, c'est un dieu qui s'est fait pendre au-dessus d'un gouffre qui menait à l'inframonde, et il s'est fait pendre pendant un certain nombre de jours et de nuits. Certaines versions du mythe disent 9 jours et 9 nuits, et d'autres versions du mythe disent 12 jours et 12 nuits. J'ai toujours trouvé intéressant de retenir le 12 jours et 12 nuits, parce que 12, c'est le chiffre du pendu, mais peu importe. Le pendu est donc ce dieu-là, Odin, qui se pend par le pied au-dessus du gouffre qui mène vers l'inframonde. Pourquoi? Parce qu'il veut mourir à peine, aller dans l'inframonde et ramener les pouvoirs magiques des dieux pour les donner à son peuple. Alors, c'est ce que Odin fait et il va ramener les runes, il va ramener l'écriture avec ça, il va ramener la magie. Alors, évidemment, vous avez un roi qui se sacrifie pour son peuple, qui accepte de mourir et de revenir à la vie pour pouvoir rapporter la magie, l'écriture et les dons des dieux. Alors, c'est pour ça qu'on associe beaucoup au pendu la notion de se donner, la notion du compromis, la notion de faire un sacrifice pour une cause qui est plus grande que nous. Alors ici, que nous dit au fond le pendu? Le pendu nous dit que la compagnie idéale serait aussi une compagnie qui accepterait de faire des compromis et des sacrifices de son côté. Alors, ça amplifie le feeling que j'ai que Patrick doit demander tout ce qu'il veut et après être souple et accommodant pour négocier avec la firme de Toronto et que selon la pyramide du conseil, il doit signer cette entente, mais il doit signer une entente qui est meilleure que celle qu'on lui a proposée actuellement. Alors, écoutez, ce tirage-là, il est ancien. Il a plusieurs années. Patrick m'a fait un suivi par la suite. Alors, je trouve ça intéressant de conclure notre conférence aujourd'hui sur le coaching par le tarot avec la réalité, avec ce qui est vraiment arrivé. Voyez-vous, Patrick a dit à la firme de Toronto exactement ce que le tarot lui conseillait. Il leur a dit, je ne veux pas aller travailler à Toronto et je veux pouvoir continuer d'utiliser ma technologie pour mes clients à Montréal. Suite à une ronde de négociation, Toronto ont fait une contre-proposition que Patrick a fini par signer. La contre-proposition, c'est que Patrick va aller travailler à Toronto. Mais plutôt que d'aller travailler à Toronto à temps plein, il ne va y aller qu'à temps partiel, un certain nombre de mois par année. Et aussi qu'au lieu d'être un contrat de 3 ans, ça sera un contrat d'1 année et demie. Alors, Toronto ont coupé la poire en deux
Ils ont offert du temps partiel plutôt que du temps plein et 1 année et demie plutôt que 3 ans. Patrick a accepté. C'est un bon compromis pour obtenir l'indépendance financière. L'autre chose que Toronto lui ont dit, c'est « Nous sommes ouverts à donner un droit acquis aux clients que tu as déjà et pour lesquels tu es déjà sous contrat avec eux. Tu pourrais continuer de leur fournir ta technologie, mais nous ne voulons pas que tu continues à vendre à de nouveaux clients. » Donc, un droit acquis pour les anciens clients et la fin de la vente pour les nouveaux clients. Encore une fois, Patrick était à l'aise avec ça. Il a signé parce que ça lui permettait de rester en contact avec la clientèle avec laquelle il était proche. Vous voyez que la pyramide du conseil ici, elle a permis à Patrick de faire une chose très importante. Elle lui a permis de devenir indépendant de fortune et de pouvoir continuer de servir sa clientèle et de pouvoir, en quelque part, développer sa créativité dans d'autres secteurs que celui de l'imprimerie. Et elle l'a guidé sur la meilleure façon, premièrement, de signer, deuxièmement, de négocier et finalement d'obtenir le meilleur contrat possible. Et je sais que dans les années suivantes, Patrick était revenu pour me dire « Sébastien, je suis vraiment, vraiment content que le tarot m'ait conseillé parce que quand je suis venu te voir, j'allais refuser l'offre de Toronto. Et c'est à cause du tarot que je l'ai accepté et que je l'ai négocié et que j'ai obtenu un bon compromis. Et il me racontait en me disant, aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent dans mon compte. Moi et ma famille, nous sommes complètement libres et je me permets de développer une nouvelle entreprise qui me motive et qui me permet d'aller de l'avant et qui me remet dans le même état d'esprit que j'étais lorsque j'ai commencé à faire de l'imprimerie. Alors, il était très content parce qu'il se rendait compte qu'il aurait refusé, sans le tarot de coaching, il aurait refusé l'opportunité de toute une vie. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous venez de voir que le tarot peut conseiller plutôt que décrire et que le tarot peut faire en sorte que notre vie devient plus magique, plus merveilleuse, plus abondante, plus heureuse et plus intéressante. Et je vous encourage fortement à essayer d'utiliser le tarot comme ça, comme un outil de conseil, de coaching et non pas comme un outil de simple prévision. Ça met fin à notre rencontre. C'est l'heure. On est pas mal dans les dernières minutes. Je vous rappelle qu'il reste encore un événement après le mien. Ça sera le fameux bilan. Et non seulement ça sera le fameux bilan, mais ça sera aussi l'occasion pour vous de vous inscrire pour le concours parce qu'il y a plein de beaux cadeaux qui sont donnés par tous les intervenants. Je les ai vus, puis honnêtement, les cadeaux me font envie. Alors, allez voir. Pour ma part, je vais vous offrir la collection entière de mes livres en format numérique. Et bref, j'ai mis l'adresse en dessous de la vidéo. Vous pouvez aller cliquer. Et dans quelques minutes, le bilan live va commencer sur la chaîne dont l'adresse apparaît sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une excellente année 2019.